Bienvenue dans le débrief Afrique. Cette semaine, plusieurs déclarations comme d'habitude, mais de différents horizons cette fois-ci, mais un seul point commun. Elles interrogent toute la capacité de l'Afrique à parler d'une seule voix et à maîtriser son propre destin. Qui peut présenter l'Afrique sur la scène internationale? C'est la question qu'on se pose la première. Comment transformer les immenses richesses du continent en développement durable? Comment mieux protéger les producteurs africains face aux marchés mondiaux? Ou encore, comment renforcer la capacité du continent face aux crises sanitaires? Autant de questions qui dessinent plutôt une même ligne de fond, celle de la souveraineté africaine. Pour décrypter toutes ces questions, tous ces questionnements, je reçois dans ce studio d'abord deux habitués, Ismaël Sy. Bonjour Ismaël. Bonjour Bachir, merci pour l'invitation. Monsieur Sy est journaliste à Challenge Hebdo et correspondant au Maroc de Financial Afrique, observateur attentif des mutations sociales et politiques. Ismaël décrypte les dynamiques qui façonnent nos sociétés de manière générale avec un regard incisif. Essayiste engagé, son dernier ouvrage, Morale stérile, questionne avec acuité nos contradictions collectives. En face d'Ismaël, un autre habitué, je l'ai dit, c'est Mohamed Diong. Mohamed Diong, bonjour. Bonjour Bachir, merci pour l'invitation. Mohamed Diong est journaliste à le360.com, un site d'information marocain spécialisé. Il est plutôt spécialisé, lui, en intelligence économique et en géopolitique africaine. Sa lecture transversale des dynamiques économiques du continent et stratégique surtout apporte une perspective vraiment précieuse à nos échanges. Comme d'habitude, Mohamed, bienvenue encore. Et de Dakar, la capitale du Sénégal, en visio, j'ai le plaisir d'ailleurs de recevoir Omar Ndiaye, qui est journaliste, lui, à Le Soleil. Bonjour Omar. Bachir, merci encore pour l'invitation sur votre plateau, qui est un plateau relevé pour discuter des enjeux africains, comme vous le dites à chaque fois. C'est tout un plaisir de revoir mon compatriote et confrère Mohamed, et aussi à Moussiti aussi. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Oui, le deuxième monsieur, c'est monsieur Sy, Ismaël Sy, qui est aussi correspondant de Financial Afrique, qui est basé à Dakar. Justement, monsieur Ndiaye, je vais rappeler que vous êtes journaliste au quotidien national Le Soleil. Justement, vous êtes lauréat du prix du journalisme de la CEDEAO. Vous êtes spécialiste surtout des relations internationales et des enjeux de sécurité. Vous apportez une analyse stratégique précieuse et un regard éclairé sur les dynamiques régionales et internationales. Bienvenue à tous les trois. Sans plus tarder, on va d'abord commencer par cette déclaration qui fait l'actualité. Cette fois-ci, c'est une séquence sur Macky Sall, l'ancien président du Sénégal. Justice, légitimité et image internationale, c'est en ces termes que se pose le débat justement qui fait rage au Sénégal autour de l'ancien président Macky Sall. Son retour au pays a beaucoup été commenté, mais une chose est claire, les autorités sénégalaises rappellent un principe fondamental de l'état de droit, comme déclare le ministre sénégalais des Forces armées, Yankuba Djamé. Je vais le citer, il nous dit que l'ex-chef de l'État n'est objet d'aucune accusation, d'aucune poursuite, encore moins d'une condamnation. Il est donc libre d'entrer et de sortir du territoire. C'est une position qui insiste sur la présomption d'innocence simplement et le respect des institutions judiciaires. Je vais d'abord m'adresser à vous, Omar Ndiaye. Quelle est la lecture de Omar Ndiaye, journaliste au Sénégal, par rapport à cette déclaration du ministre des Forces armées? Beaucoup, Kiam, pour Bachir, pour votre invitation et aussi pour la question. Je pense que, comme vous l'avez rappelé, le retour du président Macky Sall a fait l'objet d'une vie polémique, que ce soit dans les cercles politiques ou bien dans les cercles non politiques même, de la société civile au Sénégal. Je pense qu'il y a une tradition au Sénégal qui fait que les anciens chefs d'État, cela remonte du président Senghor au président Macky Sall, tous ces anciens chefs d'État, une fois avoir quitté le pouvoir, décident de s'installer à l'étranger. Macky Sall n'a pas failli à cette règle parce qu'il s'est installé tout près de chez vous, à Marrakech. Et son retour au Sénégal, dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations Unies, a fait un peu l'objet de vie polémiques de part et d'autre, chacun avec ses arguments disant qu'il ne doit pas revenir au pays, et d'autres, ses partisans surtout, qui disent que le président Macky Sall a le droit. Et comme l'a rappelé le ministre des Forces armées, c'est un principe clair et c'est un principe constitutionnel qui dit que y a une liberté de mouvement des citoyens, de tout
citoyen sénégalais, là où il se trouve, il faut venir au Sénégal quand il le veut et où il le veut. S'il ne fait pas l'objet de condamnation ou bien de procédure judiciaire, il est libre de ses mouvements. D'autant plus que c'est un ancien chef d'État. Je pense qu'il a le droit de venir au Sénégal, il a le droit de venir faire campagne dans son pays. Je pense que les autorités sénégalaises ont bien fait de rappeler ce principe sacro-saint de l'état de droit, qui veut que tout citoyen sénégalais, selon les dispositions de la Constitution, a le droit de circuler librement dans le pays quand il le souhaite et vraiment où il le souhaite. Je pense que c'est un débat qui est, à mon avis, stérile. Je pense que le président Macky Sall ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Il n'y a aucune condamnation qui pèse sur lui. Donc, il est libre de ses mouvements pour venir repartir du Sénégal comme il le souhaite. D'autant plus, comme je l'ai rappelé, il est candidat pour un poste prestigieux qui est le poste de secrétaire général des Nations Unies. Donc, c'est tout à fait normal qu'il vienne solliciter le soutien de son pays. Et cela lui faisait défaut au départ de cette course-là pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Mais le nouveau régime sénégalais a bien fait de revenir un peu sur ces déclarations en apportant son soutien qui est aujourd'hui formel et aujourd'hui institutionnel. Je pense que le ministère des Affaires étrangères a sorti un communiqué pour dire que le président Bassirou Diomaye Faye souscrit à la demande du président Macky Sall de lui apporter son soutien pour on reviendra justement sur cette question de soutien ou pas. C'était d'abord de voir sa liberté de circuler en tant que citoyen sénégalais. Je me tournais vers vous, Mohamed Ndiongue. Est-ce que c'est une victoire symbolique pour Macky Sall de pouvoir revenir comme ça? Il est parti, on avait dit qu'il avait même fui le pays. Alors là, il est revenu, il a été accueilli. C'est surtout ça aussi qu'il faut retenir peut-être, non? Bon, victoire, je ne sais pas, il faut nuancer le propos, parce que quand même, quand il y a victoire, il faudrait qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui cherche autre chose et de manière officielle. Mais comme l'a dit le ministre des Forces armées, et d'ailleurs je m'interroge pourquoi quand même lui il sort pour dire ça. En tant que ministre des Forces armées, ce n'est pas son rôle déjà de se prononcer sur cette question. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Macky Sall est à l'étranger, il y a le ministre de la Justice, encore qu'il n'y a pas de dossier instruit, il y a le ministre de l'Intérieur qui s'occupe des entrées et des sorties des Sénégalais. Personne, en fait, ne s'est prononcé officiellement, enfin, à part le ministre des Affaires étrangères, bien sûr, mais c'est un autre cadre. Mais bon, le ministre des Forces armées qui se prononce sur le sujet, ça montre une chose, en fait, que c'est un dossier qui est au-delà du cadre, qui n'est pas déjà juridique, parce qu'il n'y a pas de dossier instruit, mais qui est un sujet politique pour l'instant. Et donc, quand le dossier est politique, donc ça polarise. Et donc, je pense que c'est là où s'inscrit l'intervention du ministre Yankoba Diémé, que c'est un dossier politique et qui polarise en fait l'affaire. Maintenant, le Sénégal est un État de droit. Et le Sénégal reste un État de droit. Que ce soit Macky Sall, qui est un citoyen à part entière, s'il n'y a pas en fait, une condamnation, mais des poursuites engagées contre lui, il peut entrer et sortir. Mais son titre d'ancien chef d'État et aussi, bon, après, des choses qui se sont passées au cours de son mandat ont fait qu'il voulait, comme d'ailleurs Abdou Diouf l'avait dit, Wade l'avait dit, je ne veux pas gêner mon prédécesseur. Donc, il quitte le pouvoir. Mais pour moi, ça aussi, c'est un faux débat. Quand vous êtes ancien président, pourquoi vous sortez du pays? Restez, gêner ou pas ne pas gêner, mais en tant que chef d'État, vous devez vous prononcer sur l'actualité politique du pays, l'actualité économique. Mais partir comme si, parce que on a besoin de votre expérience, de votre propos, quand des choses qui se passent. Mais bouche et bouche cousue, comme si vous n'étiez jamais été président du pays, ça pose problème. Et d'ailleurs, son départ immédiatement après l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, il n'a même pas passé 24 heures, ça aussi, ça pose des questions. Donc pour moi, Macky Sall a fait une erreur, déjà de quitter immédiatement après la prestation, après l'entrée en vigueur, enfin, la prestation du président Diomaye Faye, et aussi de ne plus remettre les pieds au Sénégal. Il est ancien chef d'État, il connaît en fait les rouages. Bon, peut-être que c'est son avis personnel de ne pas... C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, mais la question de son retour au Sénégal et aussi des questions juridiques brandies à tort et à travers, pour moi, c'est un faux débat. Et que, heureusement que le Sénégal, comme je l'ai dit, reste un État de droit, quel que soit en fait le statut de la personne qui sort ou bien qui entre, tant qu'il n'y a pas un dossier instruit, rien ne peut se passer. Maintenant, il faudra quand même que l'autorité sénégalaise quand même puisse fermer clore ce débat-là et passer à autre chose. Tout à fait. Donc, il faut clore ce débat. C'est un débat politique, comme vous l'avez rappelé. Fait, oui. Je pense, Ismaël, est-ce que vous abondez dans le même sens que vos deux confrères? Au fait, moi, je veux ici dire le mot, voilà, le mot qui n'a pas été dit. Macky Sall, c'est un génie politique. Quand on voit comment il a quitté le pouvoir, comment l'APR a été en opposition farouche avec le PASTEF, revenir comme ça au Sénégal, moi j'ai vu les images,
il faut être véridique. Les images d'accueil. Les images d'accueil, c'était chaleureux. Il y avait une foule immense au Sénégal. Et je pense bien qu'il faut reconnaître le génie politique de Macky Sall. Maintenant, après, l'autre réflexion se pose sur la question de la parole et de la posture de l'homme politique. Donc, je rappelais tout à l'heure la tension qui a eu lieu entre l'APR et le PASTEF. Aujourd'hui, quand on voit l'un des visages clés du PASTEF recevoir aujourd'hui Macky Sall, même si on met en avant la réconciliation, on met en avant le fait qu'il va représenter l'Afrique à l'ONU, mais derrière, je me dis qu'il y a une véritable question à se poser sur la parole et du moins la posture des hommes politiques et de façon générale de la politique en Afrique. Omar Ndiaye, est-ce qu'un choix d'État pour Bassirou Diomaye Faye, en reconnaissant, en acceptant finalement d'accompagner la candidature, en tout cas de soutenir la candidature du président Sall pour le poste de secrétaire général de l'ONU? Oui, je pense que ça a été un choix, à mon avis, plus qu'un politique qu'institutionnel. Je pense qu'il faut le rappeler que malgré ce que nous avons dit sur l'état de droit, tout ça, c'est vrai qu'il y a une lecture politique à faire sur ce retour du président Macky Sall et même sur ce soutien que le président Bassirou Diomaye Faye lui a finalement accordé pour la course au secrétaire général des Nations Unies. Je pense que c'est quelque chose que le président peut-être Bassirou Diomaye Faye a calculé parce que, bon, in fine, je pense que le président Macky Sall reste une force politique et son parti est un parti politique qui a une bonne assise électorale et je pense que le président Bassirou Diomaye Faye cherche à élargir lui-même son assise politique et son assise électorale. Ce serait de bonne guerre qu'il puisse piocher dans les rangs du parti du président Macky Sall. Et bon, je pense que, à mon avis, il y aura un gentleman agreement entre le président Macky Sall et le président Bassirou Diomaye Faye pour que, bon, écoutez, je vous soutiens pour le poste de candidat de secrétaire général des Nations Unies. Si vous gagnez, vous me laissez votre parti politique. Parce que c'est à titre ou double, si le président Macky Sall passe, je pense que il sera évident qu'il sera facile de récupérer tout ce qui gravite autour de lui politiquement, que ce soit son parti, que ce soit son soutien, que ce soit même ses fiefs politiques, que ce soit au nord, que ce soit au centre du pays. Et je pense que c'est quelque chose, un couteau à double tranchant. Maintenant, si le président Macky Sall le perd, écoutez, il peut se dire que je peux revenir parce que j'ai toujours la force, j'ai toujours l'âge pour revenir. Et je pense que pour le rappeler un peu, durant les 12 ans que le président Macky Sall a été au pouvoir, je le rappelle tout le temps, le président Macky Sall n'a jamais perdu d'élection durant les 12 ans qu'il a été au pouvoir. Et il a organisé toutes les élections qu'il a eues au Sénégal, que ce soit des élections présidentielles, des élections référendaires, législatives, des élections de chambre consulaire, et il les a tous gagnées. Cela veut dire que le président Macky Sall garde toujours une assise politique, que si demain il décide de revenir, il pourra se payer sur ça. Maintenant, s'il décide de faire apporter ce soutien à quelqu'un, ça peut être un gentleman agreement entre lui et le président Bassirou Diomaye Faye pour qu'il lui laisse le terrain libre pour chasser au niveau de son parti politique. Voilà, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que son retour, en tout cas, est triomphal. Et puis maintenant, il a le soutien de son État, de son pays. Et forcément, peut-être l'Union africaine pourra changer de clapet aussi et puis passer dans l'autre camp. En tout cas, au-delà des personnes, encore une autre forme de souveraineté aujourd'hui au cœur des préoccupations, la souveraineté cette fois-ci économique, on va y arriver, qui pose la question de transformation des ressources africaines de la matière première à la valeur ajoutée. C'est en ces termes que ça se pose, parce que depuis plusieurs années, on a vu que les dirigeants africains défendent une même ambition, sortir d'un modèle fondé essentiellement sur l'exportation brute des matières premières. Ça se pose problème. Le mot d'ordre donc est clair désormais, c'est renforcer la transformation locale, attirer davantage d'investissements industriels et coordonner les positions africaines face aux nouvelles exigences commerciales, notamment en matière de traçabilité et de durabilité. Je vais citer justement John Owen Eno, c'est le ministre d'État nigérian à l'industrie et au commerce et à l'investissement, qui nous dit que renforcer justement la transformation locale, attirer davantage d'investissements industriels et coordonner les positions africaines en réponse aux nouvelles exigences du commerce mondial, notamment en matière de traçabilité. Donc, ça pose encore cette question de souveraineté. On parle tout le temps, c'est cette question qui revient en boucle dans nos débats. Justement, est-ce que, encore, la première question bête et disciplinée, c'est est-ce que l'Afrique dont on parle, l'Afrique qui a ses matières premières, a les moyens de transformer ces produits-là? Mohamed Niang. Oui, en tout cas, c'est un vœu pieux.
pour l'ensemble des dirigeants africains, l'Union européenne, tout ça, c'est un vœu pieux. Mais entre la déclaration et aussi maintenant la réalité, ça pose un problème. Et moi, chaque fois, j'attends vraiment, au-delà des politiques, j'attends des hommes d'affaires comme Dangote, comme d'autres, vraiment des ténors. Qui transforment. Qui déclarent et qui transforment. Parce qu'eux, quand même, qui sont des acteurs, qui le vivent au quotidien, qui savent vraiment les réalités, les goulots d'étranglement, les problématiques que ça pose. Est-ce que réellement, ils sont à eux-mêmes de pouvoir aller dans ce sens? Ben, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'effectivement, il y a une volonté politique, une déclaration politique déjà qui est là. On peut s'en réjouir, mais est-ce que la déclaration est accompagnée souvent d'une volonté? Et quand on dit volonté politique, il y a beaucoup de stratégies derrière. Ça veut dire que là, il faut reformuler des politiques publiques, apporter une bonne gouvernance par rapport à la gestion des minières, la gestion des produits dans sa globalité. Mais quand vous regardez en fait dans nos États, est-ce qu'aujourd'hui les lois, notamment sur le code d'investissement, la fiscalité, la traçabilité, la logistique, est-ce que ces lois aujourd'hui vont dans le même sens des déclarations? Je ne pense pas que c'est le cas. Et donc, et par extension, on voit jusqu'à la ZLECAf pour voir est-ce que réellement la ZLECAf engrange toutes les problématiques que vivent en fait les industriels, les PME, les TPE, les grosses entreprises, même les multinationales. Je ne crois pas. Donc, de même aussi que la ZLECAf reste en fait dans une déclaration d'intention. Donc, le fameux vœu pieux qui est toujours là. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Maintenant, s'il n'y a pas une convergence de stratégie, parce qu'un seul État, le Nigeria, c'est un grand pays économique, l'un des leaders en termes d'économie. Si le Nigeria peine aujourd'hui à faire des transformations de ses ressources, le Nigeria a été le premier pays quand même qui a produit du cacao jusqu'à perdre maintenant la filière, qui est maintenant repris par la Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, le pétrole nigérian, heureusement qu'il y a le gazoli qui va essayer quand même de soulager et d'aider quand même un peu à cette gestion. Au-delà du Nigeria, le Mali, le Ghana, l'Afrique du Sud, tout ça, tous ces pays ont, la RDC, énormément de ressources. Mais en matière d'industrialisation, peanut, zéro. Donc, presque rien. Il reste à mettre en place des systèmes. Exactement. Politique. Moi, je pense que l'Europe a déjà mis en place, si on se réfère en fait à la politique européenne, l'Europe a déjà mis en place les passerelles, la bonne gouvernance, la traçabilité surtout, une bonne vision définie avec des objectifs précis. Maintenant, après, c'est la mise en route de la stratégie. Mais aujourd'hui, l'Afrique, on se limite à des déclarations d'intention, mais dans la pratique, dans une feuille de route claire, convergente avec des partenaires africains, je pense que c'est toujours le cas, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Ismaël, oui, moi je partage parfaitement aussi, la même chose position de M. Dion. En fait, aujourd'hui, il faut dire que pour moi, un pays fort est l'équivalent d'une industrie forte. Voilà, au lendemain des indépendances, l'Afrique n'a pas réussi à créer une véritable industrie. Et cela est la conséquence de plusieurs problématiques. La première, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire que je connais, c'est-à-dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le poumon de l'économie ivoirienne, c'est l'agriculture. Notamment, il a rappelé le café et le cacao. Aujourd'hui, en 2026, pourquoi la Côte d'Ivoire n'arrive pas à mettre en place une véritable industrie de cacao en Côte d'Ivoire? Mais c'est un cours quand même, quoi. Je pense qu'il y a des balbutiements. Au-delà du cours, pour moi, d'abord, c'est la volonté politique. Au-delà de la volonté politique, c'est aussi les compétences. Parce qu'après, derrière, tu vas beau avoir les millions, tous les millions que tu as, mais après, derrière, si tu n'as pas de véritable masse critique d'intelligence pour porter ces projets, pour moi, c'est, comment on dit ça, c'est ouvert l'échec. Le président Houphouët-Boigny avait compris. Le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, il a compris qu'à un moment donné, ce n'est plus la politique qui doit forcément diriger un pays. Il faut de l'intelligence, il faut des technocrates. Et il avait initié des mécanismes pour que des Ivoiriens partent chercher la connaissance. Il avait initié des transferts de compétences. Et naturellement, l'une des problématiques pour moi, c'est l'instabilité. Dans nos pays, il n'y a pas de régime long. On a des régimes qui sont là, mais après, derrière, quand le régime disparaît, il disparaît aussi ses idées. Donc, quand Houphouët-Boigny il est décédé, il y a une sorte de voilà, il y a une rupture ouais. de politique publique. Et après, au fait, cette volonté de créer une masse critique d'intelligence a été abandonnée. Et ensuite, l'autre problématique, c'est que, on dit, la nature aurait du vide. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des gens, des capitaines économiques, du moins des hommes d'affaires, qui ne veulent pas qu'il y ait des usines en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont le monopole de l'importation. Je prends par exemple l'exemple du riz. En Côte d'Ivoire, on peut créer une usine du riz. On peut créer une filière du riz. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont le marché du riz dans de l'importation. C'est-à-dire aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, on met en place une industrie du riz, eh bien, donc, ça va à l'encontre des intérêts de ces gens.
Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable enjeu de gouvernance. Il faut que les États prennent leurs responsabilités. Et pour moi, l'autre enjeu aussi, c'est les lobbies internationaux. Est-ce que ces gens sont... est-ce qu'ils veulent que l'Afrique soit indépendante, du moins, sur le domaine de l'industrie? La question se pose. Oui, c'est une grande question, justement. Cette nécessité donc, de parler d'une seule voix se posait justement par rapport à cette déclaration. Justement, ça nous ramène justement à cette question qui demande si l'Afrique peut peser sur les marchés de manière générale. Okay. Et vous avez évoqué l'un et l'autre, le cacao, justement, on y arrive, justement. Un petit point. Justement, je viens juste finir. C'est le constat partagé par le ministre d'État nigérien, l'industrie, justement. Et là, cette fois-ci, c'est le président ivoirien qui parle. Il parle de la volatilité des prix qui pèsent sur les revenus de nos planteurs et nos finances publiques. Aucun de nos États ne peut en lui seul absorber un tel choc. Omar Ndiaye, je me tourne vers vous. Comment renforcer le pouvoir de négocier, en tout cas de négociation des producteurs africains de manière générale? Mais là, on est dans le cas du cacao pour rester un peu concentré sur ce produit, cette matière première, qui est plutôt produite par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, Madagascar et autres. Comment est-ce qu'on peut justement construire des mécanismes communs pour négocier avec les producteurs? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que je vais rappeler un vieux concept qui avait été théorisé, je pense, par le président Senghor, qui parlait un peu de la détérioration des termes de l'échange par rapport à... Je pense que c'est aussi un concept économique. Je pense que depuis 60 ans, nous n'arrivons pas à contenir ces chocs-là dont peut parler le président ivoirien. Je pense que les cours mondiaux, que ce soit de toutes les matières premières, que ce soit le café, le cacao, l'or, tout ça, sont définis dans des grands marchés financiers, qu'ils soient à Londres, qu'ils soient à New York, que ce soit à Genève, et aujourd'hui peut-être à Dubaï, Singapour. Et il n'y a pas vraiment une place pour l'Afrique par rapport à ces échanges-là. Je pense qu'il faut chercher à leur densifier notre présence sur ce mondial-là. Parce que nous ne pouvons pas produire le cacao à grande échelle, nous ne pouvons pas produire le café à grande échelle, nous ne pouvons pas produire les autres filières agricoles à grande échelle et ne pas avoir un poids sur la définition des prix. Je pense que tant que cela n'est pas fait, nos producteurs vont être impactés. Et en parallèle aussi, nos finances publiques, nos États, parce que nos États aussi soutiennent ces producteurs-là. Je pense qu'il y a tout un travail à faire. Je pense qu'il y a un retard, il y a un vrai retard, parce que depuis 60 ans, nous en parlons de ce débat-là. Je pense que ça revient tout le temps et nous n'arrivons toujours pas à avoir les voies et moyens pour contenir ces chocs-là. Je pense que si nous ne travaillons pas davantage à travailler ensemble, à faire de grands groupes ensemble, je pense que par rapport au café et au cacao, je pense que l'Afrique de l'Ouest est une zone de production à grande échelle, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Ghana, que ce soit la Côte d'Ivoire, qui sont parmi les premiers producteurs. Je pense que ces pays-là doivent s'associer et essayer de mettre des mécanismes qui leur permettent de peser sur le prix des cours mondiaux. Tant que cela n'est pas fait, je pense que ce sera un retour en arrière et ce sera un cercle où ça va tourner, mais le bout du tunnel ne sera pas vu par nos producteurs, par nos États et je pense qu'in fine par toute l'économie de ces pays-là. Je pense qu'il y a un grand travail à faire et je pense qu'il faut aller vers de grands ensembles pour pouvoir peser sur ces pays-là. Tout à fait, mais en même temps, je pense qu'il y a une prémisse quand même qui a été lancée avec l'Alliance des producteurs, donc la Côte d'Ivoire en l'occurrence, le Ghana, le Cameroun et le Nigeria, qui se sont dernièrement réunis pour créer cette alliance pour dire que... Justement... Il faut élargir ce qui-là, ce cercle-là, pour davantage pouvoir poser, comme je l'ai dit, sur le prix des cours mondiaux. Tout à fait. Quand on produit 70% et un peu plus, même voire, de la production, en tout cas, de cacao dans le monde, est-ce qu'on est quand même en droit de dire c'est nous qui devons mener le marché, c'est nous qui devons faire le marché? Oui, mais en tout cas, il a parfaitement raison de tirer la sonnette d'alarme, en fait, le président Alassane Ouattara. Parce que quand il dit que l'Afrique perd en volatilité, parce que l'Afrique ne fixe pas les prix, en fait. Quand vous ne fixez pas le prix de votre production... On ne fait pas le marché, déjà. Mais vous ne faites pas le marché. Donc, vous êtes soumis à un dictat, vous êtes soumis à une politique qui vous détruit
Donc, du coup, effectivement, ça se déteint sur l'agriculteur, ça se déteint sur la croissance, sur le PIB, sur même l'apport de cette économie, en fait, de ce produit dans l'économie réelle. Et puis, cette captation de valeur que font, en fait, d'autres pays de l'Afrique, je parle de la Chine, d'ailleurs, qui a complètement fait sauter, en fait, la barrière douanière entre l'Afrique. Et personne, je vois que personne, aucun économiste africain digne de ce nom, en fait, ne s'est ému de ça. Parce que quand la Chine, écoutez, il n'y a pas de barrière, amenez, moi je transforme. Et au retour... En tout cas pour 53 pays, quoi. Pour 53 pays, c'est que ça veut. Bon, il y a des pays qui vont rester, bien sûr. Ben, là, quand je parle des pays majeurs, c'est les producteurs, c'est les pays de l'Afrique subsaharienne qui seront mangés par les Chinois. Donc, du coup, à ce niveau-là, il tire la sonnette de l'alarme, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on pose? Ce n'est pas une petite alliance en fait régionale qui va régler le problème. Mais c'est un début quand même à... Oui, démarche, peut-être, non? C'est un début, mais moi j'attends de voir. Franchement, c'est bien, mais j'attends de voir. Parce qu'après, comme a dit Ismaël, il y a souvent des lobbies. Et ces lobbies qui ne sont pas à l'international, qui sont même dans nos pays, et vraiment qui bloquent tout. Donc du coup, si aujourd'hui l'Afrique peine à capter la valeur de ses produits agricoles, c'est en partie des lobbies. Deuxièmement, vous savez, tout à l'heure, en fait, le ministre du Nigeria, il a juste parlé en fait des chaînes de valeur. Il y a aujourd'hui une nouvelle taxation européenne en fait, sur la traçabilité des produits. Absolument. Et ça, c'est un frein majeur pour les agriculteurs africains. Attendons-nous d'ici 2 ans, 3 ans, on va peiner à vraiment exporter nos produits à l'est. Parce que tellement les barrières seront tellement hautes, la traçabilité sera beaucoup plus exigeante que vraiment on va obligé de trouver des solutions internes, endogènes, pour quand même écouler et produire nos locaux. Le dernier point sur lequel je voudrais en fait intervenir, c'est par rapport en fait à la fiscalité. Parce que si en fait les agriculteurs ne sont pas accompagnés, prenons le cas de la Turquie et de la Chine, qui vraiment, je dirais, même le Maroc, essaie d'accompagner ces agriculteurs par rapport à une taxation beaucoup plus faible. Mais en Afrique, en subsaharienne, c'est très compliqué. Déjà, les routes sont très compliquées pour aller d'un point. Si je prends le cas du Sénégal, par exemple, les mangues et les autres produits qui sont cultivés en Casamance, pour remonter sur Dakar, ça pose énormément de problèmes. Donc, les infrastructures routières, le transport, le convoyage des marchandises déjà. Donc, moi, je pense qu'il y a énormément de problèmes. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas une politique claire, 360 degrés, sur l'ensemble des chaînes de valeur, on ne pourra pas s'en sortir. Effectivement, on pourra se contenter des déclarations, des vœux, des intentions, des visions holistiques, tout ça, c'est très bien. Mais l'agriculture, c'est quelque chose de réel. C'est la main qui le fait, c'est vraiment c'est la pratique réelle qui le fait. Sinon, moi, je pense qu'on ne va pas sortir de l'ornière. Et tous nos produits cultivés en Afrique vont encore aller à l'export et nous revenir excessivement cher, qui va encore gréver davantage en fait, le pouvoir d'achat des Africains. Absolument. Donc, Ismaël, la question est de savoir comment construire des mécanismes communs capables peut-être de stabiliser les revenus des paysans africains, des agriculteurs. Au fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un changement de paradigme. C'est-à-dire, l'Afrique a été toujours connue pour ses richesses naturelles, des matières premières. Et depuis les indépendances, au fait, toutes les politiques publiques, du moins l'aura de l'Afrique est construite sur ça. L'Afrique est pourvoyeuse de matières premières. Mais aujourd'hui, dans ce nouveau paradigme mondial, je pense que si l'Afrique veut avoir de la souveraineté, compter dans le Conseil des Nations, il faut une véritable prise de contrôle, un leadership sur nos matières premières. Et cela passe par quoi? Par un courage politique, comme par exemple ce qui s'est passé au Sénégal. Moi, je suis content quand je vois par exemple un Premier ministre ou du moins l'État sénégalais dire que 60 ans après, il faut revoir certains contrats. Et je pense bien qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, sur la question du café-cacao, c'est des contrats qui ont été signés depuis les indépendances. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de renégocier ces contrats, par exemple, pour dire, bon voilà, cette ressource, elle nous appartient, et dans cette ressource, voilà le prix que nous voulons, voilà le prix qui arrange les paysans, et derrière aussi, dans les clauses, il faut que vous nous aidez à mettre en place des industries. Il ne faut pas que... ça veut dire, moi je pense que les pays occidentaux sont gagnants 2 fois. Non seulement ils viennent, ils prennent la matière première, ensuite ils vont, ils la transforment, et ils viennent nous revendre encore les mêmes matières premières. En plus cher, ce que disait Mohamed Diom. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience à prendre à ce niveau. Et pour moi, il faut un courage politique. Et pour moi, cette problématique pointe du doigt les défaillances politiques et économiques de nos alliances. Je parle ici de la CEDEAO, je parle ici de l'Union africaine, je parle aussi de la BAD, parce que quand vous prenez la déclaration d'intention de la BAD qui a été pensée par les pères fondateurs, les Kwame Nkrumah, ils avaient compris que l'indépendance de l'Afrique
d'abord, elle était politique. Ils ont fait le combat politique, mais ils ont compris que l'Afrique ne peut être fort qu'avec la branche économique. Voilà comment ils ont pensé la BAD. Et aujourd'hui, il y a un bilan à faire. Qu'est-ce que fait la BAD par rapport à cette problématique? Qu'est-ce que fait la BAD par rapport à cette problématique? En tout cas, je n'ai pas de réponse, certainement personne n'a la réponse de manière globale. Mais Omar Ndiaye, juste pour revenir sur le point que Ismaïla vient de soulever, il parlait de reprendre la main sur certains contrats qui ont été signés au lendemain des indépendances. Le Sénégal en a fait une politique. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez un exemple qui est concret? Oui, une volonté politique, pardon. Une volonté politique, j'ai autant pour moi. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal sur ces questions-là? Oui, je pense que sur la question de renégociation des contrats, ça a été plus un effet d'annonce qu'autre chose. Je pense que depuis que cela a été dit, jusqu'à présent, nous attendons de voir quels sont les grands contrats sur lesquels l'État va demander une renégociation, que ce soit les contrats gaziers ou pétroliers. Et bon, il y a un contrat qui a été ébauché. Je pense qu'une renégociation qui a été ébauchée par l'ancien Premier ministre, c'est par rapport aux ICS, les industries chimiques du Sénégal. Je pense qu'au lendemain de sa visite au Maroc, il a vu un peu l'exemple de l'OCP, qui est devenu un grand fleuron, qui est devenu le navire même amiral de l'économie marocaine. Et je pense que l'ancien Premier ministre voulait reproduire ce même modèle-là au Sénégal, en voulant renationaliser les ICS, les industries chimiques du Sénégal, pour qu'elles soient ces industries-là à l'image de ce qu'est l'OCP pour le Maroc aujourd'hui. Je pense que ce projet-là, de ce que j'ai entendu, n'entre pas dans les priorités du nouveau Premier ministre. Je pense que le nouveau Premier ministre cherche aujourd'hui à faire un climat des affaires plus attractif en laissant les industries au milieu privé et que l'État ait une participation, bon, qu'elle soit majoritaire ou pas, mais une participation qui soit symbolique et qui permet à l'État un peu de peser sur certaines décisions. Parce que nous attendons de voir, par rapport à ces renégociations-là, que ce soit les contrats pétroliers avec Woodside, avec BP, sur les blocs gaziers. Parce qu'il y a une procédure qui est aujourd'hui pendante au niveau du CIRDI, et nous attendons de voir qu'est-ce que cela va donner. Bon, si ça apporte le résultat escompté, nous allons applaudir et nous allons demander à ce que cela puisse faire tâche d'huile pour que sur tous les grands contrats, que si l'État est lésé, que l'État puisse rentrer dans ses droits et puis au grand bénéfice des populations et de l'économie nationale. Absolument. En tout cas, cette logique veut également pour une autre richesse naturelle, cette fois-ci, qui est essentielle du continent, c'est l'eau. La question de l'eau aussi se pose. C'est le défi. Bon, parce que c'est ce que nous pose la problématique. Le défi n'est pas de la ressource, mais sa gouvernance. On revient encore à des questions de gouvernance, même par rapport à l'eau. Et cette fois-ci, c'est le président tchadien qui s'y colle justement. Il dit l'Afrique n'a pas un problème d'eau. L'Afrique dispose d'un immense potentiel hydrique. Ce qui manque, ce n'est pas l'eau, mais les infrastructures, les institutions, les financements nécessaires pour transformer l'eau en source d'emploi, de croissance, de sécurité alimentaire et de résilience. Je pense qu'il cerne toute la question de l'eau qui se pose justement. Est-ce qu'on a un problème d'eau en Afrique, de manière générale? Non, on n'a pas un problème d'eau. On a un problème de gestion d'eau. Donc de gouvernance encore. De gouvernance, voilà. C'est un problème de gouvernance. Parce que en fait, le problème, enfin, pas le problème, je ne sais pas. Je ne peux même plus employer le mot problème. Parce que c'est tellement. Il est lancinant, quoi. Oui. Moi, je pense qu'il faut un peu remonter dans les années 80, je pense, avec les premières en fait, injonctions de la Banque mondiale et du FMI, notamment sur la question de la gouvernance. Les restructurations. Tout à fait. D'ailleurs, quand Sonko dit qu'il va renégocier, la renégociation n'est pas la cessation en fait, des industries. Je sors un peu du sujet, malheureusement, n'est pas tombée, en fait, n'est pas ex nihilo, ça vient de quelque part. Ça vient d'une mauvaise gouvernance en fait, de nos industries. Et du coup, le FMI, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, pour soulager l'État, vendez, vous allez maintenant avoir des parts et là, vous allez vous libérer de tout ça. Donc, est-ce que, en fait, les problèmes qui ont fait qu'on a vendu sont partis? Je ne pense pas. Donc, si on renégocie, on reprend la majorité des industries, ça veut dire qu'on va revenir un peu en fait, aux mêmes problématiques, c'est-à-dire que la mauvaise gouvernance des entreprises qui va créer des faillites, plomber en fait l'État. Ça, c'était juste une parenthèse. Oui. Maintenant par rapport à l'eau. Oui. Alors, non, sur l'eau, je disais tout à l'heure qu'en fait, c'est un problème de gestion. C'est pas l'eau. L'Afrique a combien
disons, 80% des terres arabes, 9%, pardon, 9% des terres arabes sont en Afrique. Je pense que, je ne sais pas si c'est en fait, à la République démocratique du Congo, je pense dans les grands bassins, qui est un grenier en fait, c'est les grands bassins, qui est le grenier de l'Afrique. Rien que ce bassin-là, quand même, peut nourrir plus de la moitié du continent africain. Et pourquoi l'Union africaine, les États riverains, n'ont pas adopté une politique quand même pour essayer d'utiliser en fait l'eau des grands lacs? Depuis des années, en fait, on en est là. Le Tchadien qui parle, le président tchadien en l'occurrence, lui, il est aussi de ce grand lac-là, il fait partie de ce grand lac. Qu'est-ce qu'il fait? Mais justement, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois, on reste en fait à l'état des constats, à l'état des intentions, mais dans la pratique, on a un problème. Au-delà de la création d'emplois, mais la question de la sécurité alimentaire aujourd'hui, qui est vraiment une question centrale, compte tenu vraiment du réchauffement climatique, de la sécheresse et de tout ça. Donc pour moi, les pays africains doivent faire en fait la question de la gestion de l'eau le cheval de bataille. Parce que si on parvient à régler ce problème, donc la question de l'emploi sera réglée, la question des ressources, en fait, de la sécurité alimentaire sera réglée, la question même de l'industrialisation agroalimentaire sera réglée. Donc la question de l'eau, elle est centrale. Donc actuellement, prenons le cas en fait, de l'eau douce. Il y a 400 millions d'Africains qui ne peuvent pas accéder quand même à l'eau douce. À l'eau potable. À l'eau potable. 400 millions, c'est énorme. C'est énorme. C'est presque le tiers, quoi, de la population. Voilà. Donc aujourd'hui, sans compter maintenant, le cas de Ryan, je pense que tout le monde s'en souvient ici. Ryan, qui a près de Chefchaouen. C'est un cas, pour moi, qui interpelle au-delà du Maroc. Et d'ailleurs, en fait, son cas a fait le tour du monde. Le problème, c'était l'eau. L'enfant cherchait de l'eau. Il y a combien de Ryan dans nos pays qui sont ignorés, qu'on ne sait même pas, qui sont inaudibles? Et moi, je pense qu'avec ce cas-là, et que la volonté du Maroc aujourd'hui de créer des autoroutes de l'eau pour non seulement régler la problématique de la sécheresse des agriculteurs, pour moi, c'est un cas d'école que tous les bons, au Sénégal, ils ont dit qu'ils vont faire pareil, tant mieux. Mais il faut aller au-delà de ça, en fait. Les autoroutes de l'eau pour soulager les agriculteurs et puis aider les femmes africaines aujourd'hui qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc pour moi, c'est une question au-delà économique, mais c'est une question sociale très centrale sur laquelle les États africains doivent se poser. Donc encore une question de gouvernance. Ismaël, vous abondez dans le même sens? Oui, en effet, moi je partage clairement la position de M. Dion. En fait, aujourd'hui, il a pris l'exemple du Congo et en effet, le bassin du Congo, c'est près de 80% des ressources hydriques en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à créer un marché de la ressource hydrique. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, quelque part, bon, est-ce que c'est une priorité de gouvernance? La question reste posée. Mais aujourd'hui, moi, je pense que pour des pays comme le Maroc, qui sont en stress hydrique, la fois dernière, je regardais un documentaire sur le Sénégal, je pense qu'il y a une partie du Sénégal aussi qui est en stress hydrique. Et je pense qu'il y a une véritable enjeu d'initier une forme de diplomatie économique dans ce sens. C'est-à-dire comment ces pays-là qui sont porteurs en ressources hydriques peuvent créer un marché d'exportation de l'eau. Je prends l'exemple de l'Espagne. L'Espagne a réussi ce marché d'exportation de l'eau. Je prends aussi l'exemple d'Israël. Pareil, aujourd'hui, Israël est parti d'une zone qui était dans un contexte de stress hydrique très prononcé. Mais aujourd'hui, avec les techniques de dessalement, Israël a renversé la donne. Aujourd'hui, Israël est un acteur qui exporte de l'eau vers la Jordanie, par exemple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au-delà des effets d'annonce, il faut que nos hommes politiques prennent leurs responsabilités. Parce que pour des pays africains qui sont des pays agricoles, par exemple comme la Côte d'Ivoire, son économie repose sur 70% de la ressource hydrique. Je pense que l'eau, c'est un enjeu pour moi. C'est un enjeu. Omar Ndiaye, justement, l'eau devient du coup un révélateur de la qualité de gouvernance, disent mes deux confrères sur le plateau. Est-ce qu'au Sénégal, la question, elle se pose en ces termes-là aussi? Mes confrères, parce que l'eau est aujourd'hui un enjeu plus crucial, que ce soit dans la gouvernance, que ce soit même dans l'économie. Et je pense que même sur le plan de la géopolitique, l'eau est considérée comme aujourd'hui un facteur de conflit. Nous l'avons vu, il y a beaucoup de crises à venir dans le monde, ou bien des crises actuelles qui sont liées à l'eau. Et je pense que par rapport au Sénégal, et moi je vais un peu parler un peu de la gouvernance pour parler un peu ce que j'appelle moi un exemple abouti de gestion concertée de l'eau. C'est cette gestion-là qui a eu lieu au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Je pense que l'OMVS, qui est l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, est aujourd'hui un succès historique
qui de partout dans le monde est salué. Je pense que vous avez 4 ou 5 pays qui se sont concertés et de manière collégiale qui dirigent cette organisation-là. Et cette organisation-là a fait a eu beaucoup d'acquis. Et ces acquis-là, vous avez des barrages, que ce soit le barrage de Manantali, qui est un barrage hydroélectrique qui fournit de l'électricité au Sénégal, au Mali et aux autres pays limitrophes. Et aussi, vous avez le barrage de Diamant qui aide aussi pour la production agricole. Je pense que c'est un exemple à dupliquer, que ce soit dans les bassins du fleuve Congo, comme l'a rappelé Diong, qui est un bassin avec un immense potentiel, mais qui n'arrive toujours pas à donner ce qui est attendu de lui. Je pense qu'il faut voir l'exemple du bassin du fleuve Sénégal pour un peu le dupliquer ailleurs, et cela va donner les résultats que nous voulons, que ce soit dans la production électrique, que ce soit surtout dans l'agriculture. Je pense que nous avons besoin d'agriculture. Nous avons besoin de l'eau pour l'agriculture, nous avons besoin de l'eau aussi pour les besoins des populations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le phénomène du stress hydrique qui est clamé un peu partout, alors qu'à côté, nous avons des cours d'eau qui sont d'un grand potentiel, parce qu'il faut juste une bonne gouvernance, comme l'a fait l'OMS, pour arriver à régler tous ces problèmes sous-jacents liés à l'eau, que ce soit le stress hydrique, que ce soit même les changements climatiques, que ce soit la question de l'agriculture, que ce soit la disponibilité de l'eau potable pour les populations. Je pense que si une bonne gouvernance est organisée à cet égard, je pense que tous ces problèmes-là seront réglés. En tout cas, vous épousez la thèse du président Déby, justement. Ismaïla, c'est toujours... Oui, en effet, au fait, je voulais rappeler un point qui est important. Il y a l'ancien conseiller, je pense... l'un des présidents américains, le conseiller Brzezinski, américain, qui avait écrit dans son livre Le Grand Échiquier, il annonçait que les prochaines guerres seront les guerres d'eau. Voilà. Au fait, on a vu des guerres de pétrole. Aujourd'hui, on en est arrivé, en fait. Oui, avec l'Éthiopie, l'Égypte, tout ça. L'Érythrée, en effet. Oui. C'est des guerres d'eau. Ouais. Donc, c'est une prophétie maintenant qui est réelle, quoi, finalement. On y est, comme vous l'avez dit. On va finir encore sur des questions de souveraineté cette fois-ci. On ne peut pas, qui peut être pleinement assuré sans des systèmes de santé capables, en tout cas, de répondre rapidement aux crises. Parce qu'encore, on y revient, c'est la question éternelle finalement. C'est la 17e épidémie d'Ebola. Cette fois-ci, on est arrivé à 1001 morts depuis hier matin, je crois. Ça a été confirmé en tout cas par l'Organisation mondiale de la santé. Et justement, c'est son directeur général, l'Éthiopie, on parlait d'Éthiopie d'ailleurs, qui s'y colle encore cette fois-ci. Il nous dit qu'il s'agit désormais de la 3e plus importante épidémie d'Ebola. Jamais enregistrée au cours des derniers mois. Elle s'est propagée plus rapidement que toutes les épidémies précédentes. Encore une fois, moi j'ai comme cette impression que quelque chose nous échappe chaque fois. Et on court après quelque chose qu'il faut régler ou qu'il fallait anticiper. Sur ce cas, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bachir. En fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu régler. Et d'ailleurs, l'ironie du sort, en fait, vous avez évoqué tout à l'heure 1001 morts. Oui. C'est depuis quand? Depuis le 15 mai. Ça veut dire que dans un temps record, il y a 1000 et quelques morts. En 3 mois. En 3 mois. Et depuis quand le virus d'Ebola, en fait, a fait émergence? C'était en 1976. 76, oui. 51 ans presque. 50 ans. 50 ans. Ouais. 50 ans jusqu'à présent, l'Afrique, le monde, je veux dire, peine à, en fait, éradiquer un virus. Quand on parle, en fait, de gouvernance, là, c'est un cas d'école. Alors, moi, je dis, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a rien. Ça veut dire que quand la personne, aujourd'hui, est touchée par le virus, c'est fini, quoi. Et c'est en Afrique que ça se passe, 21e siècle. Si ça n'aime personne, ça veut dire que nous, on est mal barrés, franchement. 3 mois, 1001 morts. Aujourd'hui, la RDC, l'impact au-delà même de tout ça, en fait, des questions, les morts, c'est déplorable. Il n'y a rien qui peut remplacer la mort, en fait, en termes de drame. Mais le tourisme, aujourd'hui, est plombé. Les investissements ne viennent plus, le commerce ne vient plus. Donc, à côté, en fait, des drames mortifères, il y a un drame social, un drame économique. Que au-delà même de la région, que d'autres régions, d'autres pays à côté frontaliers vivent. Le cas le plus patent et qui n'a pas, en fait, malheureusement ouvert les yeux, c'est les joueurs congolais, en fait, quand ils étaient venus à la Coupe du Monde. Ils ont été vraiment mis en quarantaine. Absolument, oui, tout à fait. Et peut-être que, je ne sais pas, ça a impacté sur leur... Je ne sais pas. Mais psychologiquement, ça ne marche même pas. Bon, on va dire que ça a impacté parce qu'ils n'ont rien gagné finalement comme ça. Au moins, c'est réglé. Ismaël, justement, comment renforcer durablement, simplement, nos systèmes de santé?
Justement, en fait, moi, je voulais ici faire une analyse, deux grandes analyses. La première analyse, c'est la responsabilité. Pour moi, il ne faut pas imputer la responsabilité de cet échec à toute l'Afrique, parce que l'épicentre d'Ebola, pour moi, c'est dans la zone de l'Afrique centrale, et un peu dans l'Afrique de l'Est, notamment le Congo et tout ça. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, bon, moi, je sais qu'il y a Ebola qui existe, mais il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des solutions pour moi, c'est de voir cette problématique comme une menace chronique. Parce qu'aujourd'hui, les décideurs, par exemple, au Congo, ça fait des années qu'à chaque fois Ebola, il vient, il repart, il revient. Donc, je prends l'exemple de l'UA par rapport au paludisme. Le paludisme, par exemple, dans la zone tropicale de l'Afrique, l'UA a compris que à un moment donné, l'Union africaine, il faut composer avec le paludisme. Donc, ils ont inscrit le paludisme comme une menace chronique. Et ils ont mis une feuille de route 2030 à 2040, éradiquer le paludisme dans cette zone de l'Afrique. Et ils ont mis des politiques publiques dans ce sens. Et je pense qu'aujourd'hui, des pays comme le Congo devraient se rapprocher de l'Union africaine, voir comment essayer d'inscrire cette problématique comme une menace chronique. Mais Ismaël, en termes de mortalité, quand même, il y a une grosse différence quand même. Absolument. Parce que ça, là, ça tue vite. Hein. Non, le paludisme, c'est près de 280 millions de morts. Depuis, on reviendra pour discuter. Merci à nos experts. En tout cas, à première vue, ces sujets semblent très, très différents. Justice, économie, commerce, eau, santé, tout y passe. Celle d'un continent qui cherche en tout cas à renforcer sa capacité d'action. Je remercie profondément Omar Ndiaye depuis Dakar pour ses éclairages. Merci Ismaël Sy. Merci Mohamed Diong pour avoir éclairé nos lanternes. Merci à nos équipes techniques, à nos équipes éditoriales et de production. Merci surtout à nos téléspectateurs. On vous dit à la semaine prochaine sur cette même chaîne. Merci.